Nous faisons face à deux variants distincts. Il y a le fameux variant Delta, que vous connaissez bien, qui est monté dans notre pays à la faveur de la fin de l'été, qui est resté ensuite, qui a fait une ascension assez forte, qui a impacté nos réanimations, qui impacte toujours nos réanimations, de plus en plus d'ailleurs chaque jour. Nous sommes à 2800 patients en réa, désormais, en France, et qui a atteint ensuite un plafond qui est en même temps devenu un plafond assez fixe, avec un nombre de contaminations qui n'a pas diminué. Et c'est un plateau, merci pour le mot qui me manquait, Madame la sénatrice. Et donc ce plateau nous a mis en difficulté pendant plusieurs semaines parce qu'il avait son lot de cas graves. Le variant Delta est un variant particulièrement invasif chez les patients qu'il contamine. Il provoque des formes d'infection basse pulmonaire avec des syndromes de détresse respiratoire, comme on le connaît désormais depuis 2 ans. Et il pousse un certain nombre de patients en réanimation. Je le redis, ces patients qui sont en réa pour le variant Delta sont des patients qui sont pour l'essentiel des patients non vaccinés. Et pour celles et ceux qui sont vaccinés, ce sont des patients qui sont immunodéprimés, c'est-à-dire que la vaccination n'est pas assez efficace chez eux. Ce sont les greffés du rein, les greffés du cœur, par exemple, ou des gens qui ont des très grosses maladies comme des lymphomes, des leucémies, qui rendent leur système immunitaire inopérant. De ce point de vue-là, je suis très prudent, Monsieur le Président, Madame la Présidente, compte tenu à la fois de la masse de tests réalisés au cours des derniers jours. On est à plus de 11 millions de tests sur une semaine, ce qui explose très largement tous les records jamais enregistrés par notre pays, sans compter les autotests, et du fait des remontées avec les jours fériés, etc., qui rendent parfois les croisements de données difficiles, mais il semble manifeste que désormais le variant Delta est amorcé une diminution qui était attendue, peut-être par un phénomène d'ailleurs de compétition avec le variant Omicron qui est plus contagieux, probablement aussi du fait des mesures, et même plus certainement du fait des mesures que nous avons mises en place, et notamment le télétravail. Je reste encore une fois prudent, mais ce sera à conforter dans les prochains jours. Ce serait évidemment une nouvelle rassurante pour nos réanimations d'ici 10 à 15 jours. Deuxième variant, c'est le variant Omicron, très contagieux, extrêmement contagieux. On peut l'attraper quand on est vacciné. On a moins de risque de l'attraper, mais on peut l'attraper. On peut le transmettre, y compris quand on est vacciné. 2 fois moins, nous disent les scientifiques, que si on est vacciné, mais on peut quand même, que si on n'est pas vacciné, mais on peut quand même le transmettre. Il donne des formes qui sont des formes plutôt hautes que respiratoires, c'est-à-dire que ça vous touche plutôt la région ici que la région basse pulmonaire, donc il donne moins de détresse respiratoire, donc il envoie moins les patients en réanimation. Par contre, il peut quand même donner des syndromes fébriles assez cognés, des toux, des syndromes grippaux assez forts, et il entraîne, lui, une augmentation conséquente des hospitalisations sur des séjours dont nous voyons avec suffisamment de recul désormais qui sont effectivement plus courts qu'avec les variants précédents. Les patients qui vont à l'hôpital peuvent être jeunes, il y a beaucoup de trentenaires dans les hôpitaux qui sont atteints d'une forme haute, non vaccinés, je le redis, et qui vont avoir des besoins en oxygène de 3-4 jours, et puis ensuite ils vont pouvoir sortir. Donc on déploie massivement un relais de l'hôpital à domicile, comme nous avons été capables de le faire lors d'une vague précédente, c'est-à-dire de prendre en charge les patients avec de l'oxygène à domicile, en lien avec leurs médecins traitants, les infirmiers, l'hospitalisation à domicile, de manière à réduire la pression sur nos hôpitaux. Et ce variant Omicron, vous l'avez vu, il a fait une poussée fulgurante. Il fait une poussée fulgurante partout. Je regardais la carte du monde, le Burundi, le Canada, les pays européens. Ça a démarré cette fois-ci en Allemagne avec un peu de délai, mais ça a démarré. L'Italie, l'Espagne, tous les pays qui avaient, même ceux qui avaient été épargnés plus ou moins par Delta, flambent sous l'effet du Omicron. Et ça, j'ai envie de vous dire, quasiment quelles que soient les mesures de gestion ou de freinage qui ont été mises en place, on voit que ce variant, il trace sa course et il évolue très fortement. On est monté à des 300 000 cas diagnostiqués dans notre pays. Ce sont des chiffres hors proportion par rapport à tout ce qu'on a connu depuis le début de la pandémie. Et heureusement, nous sommes très vaccinés, et 2, ce variant, il est moins dangereux, je le redis, une fois qu'on l'a attrapé. La question qui se pose, c'est quand est-ce qu'il va arrêter sa course folle ? Le modèle que nous suivons tous avec attention, au niveau européen, on a une grosse coordination là-dessus, c'est le modèle anglais, puisqu'il a démarré en Angleterre avant de démarrer en France. Et je regardais que notamment dans la région londonienne, là où il avait frappé en premier, il baisse. Après avoir eu une augmentation très, très forte, une vague très vive, il a commencé à baisser, et de manière assez rapide, ce qu'on avait aussi constaté en Afrique du Sud. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il baisse dans notre pays. Ce serait excessif de ma part, et je me garderais bien de faire un pronostic pour les raisons évoquées. 1, le nombre de tests a explosé, et donc ça peut modifier évidemment les critères de comparaison d'une semaine sur l'autre. Et 2, on a eu toutes les remontées de données avec les jours fériés, etc. Donc nous verrons dans les prochains jours si, comme les Anglais, nous atteignons un pic, et ensuite si ça entraîne une baisse, ou si ça fait comme Delta, un plateau, ce qui serait évidemment pas une heureuse nouvelle. Donc je reste extrêmement prudent de ce point de vue-là. Et donc la charge hospitalière, on voit qu'elle monte. On est à 21 000 malades aujourd'hui dans les hôpitaux, et je vous l'ai dit, nous travaillons pour que les patients puissent sortir plus tôt de l'hôpital.
Voilà pour la partie épidémiologique pure. Sur la vaccination, vous savez tout, 53 millions de nos concitoyens ont reçu au moins une injection. Nous avons battu la semaine dernière le record de primo-injection depuis des mois. 230 000 Français ont fait le choix de recourir à la vaccination. Tant mieux, bienvenue à eux. Nous battons encore des records de prise de rendez-vous en vue d'une primo-injection. Et je le redis aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, les centres de vaccination vous accueilleront sans rendez-vous si c'est pour votre première injection. C'est trop important, on fait évidemment attention à cela. Et nous continuons dans le même mouvement les rappels. Des rendez-vous ont été pris très nombreux. Pas d'inquiétude sur les dates de rendez-vous. Il y avait 3 millions de rendez-vous disponibles un peu partout en France à la date de vendredi soir et nous y arriverons. Les tests, Madame la Présidente, je ne vais pas déflorer la question que vous allez me poser. J'aurai le plaisir d'y répondre si j'y arrive lorsque vous m'aurez interrogé là-dessus. Vous dire juste, je ne peux pas passer outre aussi ce que vivent un certain nombre de nos concitoyens depuis quelques jours maintenant, notamment dans le domaine des écoles, avec une politique de test. Vous le savez, nous avons fait un choix, et qui est un choix qui est assumé, de ne pas fermer les écoles, de ne pas fermer les classes, ou le moins possible, ou seulement quand on n'a pas la possibilité de faire autrement. Et cela va de pair, oui, avec une contrainte qui peut être lourde pour un certain nombre de nos compatriotes, qui est de réaliser des tests réguliers chez les enfants lorsqu'ils sont cas contact, pour éviter de les extraire de l'école. Évidemment, nous travaillons en temps réel avec les scientifiques, avec la communauté enseignante. Jean-Michel Blanquer est totalement mobilisé pour voir s'il y a lieu d'adapter les choses ou de simplifier la vie des Français dans la période que nous connaissons. J'en viens maintenant au projet de loi et j'irai très vite. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il s'agit essentiellement de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Vous avez sans doute suivi les débats à l'Assemblée nationale. Sur la question des mineurs, il y a eu un consensus à l'unanimité, moins 2 voix, qui a été trouvé pour n'appliquer le pass vaccinal qu'aux 16-17 ans et de maintenir le pass sanitaire pour les 12-15 ans pour les activités dites périscolaires, extrascolaires, telles que activités culturelles et activités sportives. Il y a eu des discussions serrées sur la question du contrôle d'identité. Nous avons déjà eu l'occasion d'y venir. Nous y reviendrons dans les débats en séance. Nous pensons que c'est important de permettre à des personnes qui dirigent un établissement qui reçoit du public de pouvoir non pas contrôler l'identité, mais de vérifier la concordance entre l'identité du pass et l'identité figurant sur une pièce d'identité ad hoc. Toutes ces questions-là, nous en débattrons. Je rappelle que le pass vaccinal ne s'appliquera pas pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. C'était une évidence. On ne va pas empêcher les gens. Parfois, j'ai des échos de personnes qui me disent qu'on a empêché tel ou tel d'aller voir son père qui est à l'hôpital, qui est très malade, etc. Il n'y a pas de directive nationale visant à empêcher qui que ce soit de visiter des proches qui seraient malades, fragiles ou encore moins en fin de vie. Il y a en revanche des règles sanitaires qui s'appliquent. Il faut que les visiteurs puissent attester du fait qu'ils n'emmèneront pas le virus à l'intérieur de l'établissement. C'est pour ça qu'il y a cette dérogation de test qui est permise. Mais en définitive, il faut maintenir évidemment l'accès aux personnes malades ou fragiles pour leur entourage familial proche. Vous avez vu aussi que dans le projet de loi, nous renforçons les mesures qui permettent de lutter contre les fraudes. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, on peut considérer que le faux pass sanitaire tue, puisque certains pourcentages de patients hospitalisés disposaient d'un faux pass, c'est-à-dire qu'ils faisaient croire à tort qu'ils étaient vaccinés, ce qui entraîne des conséquences sur la façon dont ces patients seront soignés, parce que les médecins vous le diront. Ils savent que quand un patient vient avec une forme qui s'aggrave et qui est vacciné, l'évolution, le pronostic et donc les critères de surveillance, d'intubation, de mise en coma ne sont pas les mêmes que quand la personne n'est pas vaccinée. Quand on n'est pas vacciné, ça va plus vite, l'aggravation. Ça peut être même subi, ça peut se faire en quelques minutes. Et donc, il faut être en permanence en surveillance étroite de ces patients-là. Enfin, le projet de loi aborde des questions qui n'ont pas de lien direct avec le texte qui nous occupe. C'est la fameuse question de l'isolement de la contention au secteur de psychiatrie. Nous voulons renforcer le rôle du juge de détention et des libertés à la demande du Conseil constitutionnel. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais il y a évidemment, vous le savez, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion en Martinique, parce que la situation sanitaire préoccupante justifie à nos yeux le maintien des mesures de freinage renforcées. Je vous remercie. Merci. Oui, rapidement, Monsieur le Ministre, si vous pouvez clarifier la stratégie en matière de tests, parce que bon, le nombre de tests explose, vous l'avez dit, la plupart sont remboursés à 100% d'ailleurs. J'aimerais savoir quel est le coût actuel de cette politique de tests. On le voit bien, les pharmacies sont saturées, le système d'information a un peu de mal à suivre avec 300 000 cas positifs par jour.
Le contact tracing semble un peu un lointain souvenir et les familles sont mises à rude épreuve lorsqu'il faut tester les enfants 3 fois par semaine dans ces conditions. Alors, certes, on empile des records, si je puis dire, mais ça illustre un peu aussi quand même les ravages d'une autoprescription remboursée à 100%. Et si vous pouvez préciser la stratégie dans la mesure où le testing n'a de sens que s'il est suivi de mesures cohérentes quand on entend que des soignants sont autorisés à continuer leur activité, même s'ils sont testés positifs, s'ils sont asymptomatiques. C'était ma remarque et ma question. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur Bas. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans les débats de ces derniers jours, c'est que on parle exclusivement d'un pass vaccinal qui, en réalité, pour la plupart des Français, est déjà rentré dans les mœurs, puisque le pass sanitaire est pour eux, très majoritairement, déjà un pass vaccinal. Et par ailleurs, face à une flambée sans précédent de l'épidémie, on ne peut pas dire que le pass vaccinal soit une mesure répondant à une urgence sanitaire, puisqu'il produira ses premiers effets compte tenu des délais entre la première injection et la deuxième injection, compte tenu de la date de promulgation de la loi, qui sera, je l'espère, rapprochée, qu'au mieux à partir de la fin du mois de février. Et donc, je me dis que nous sommes en train de débattre d'un texte auquel je ne fais ni excès d'indignité, ni excès d'honneur, qui porte sur un sujet important, mais qui n'est en aucun cas l'alpha et l'oméga de la politique sanitaire face à l'irruption de cette nouvelle urgence sanitaire. Et puisque vous êtes au milieu de nous, c'est plutôt sur ces questions-là que je voudrais vous interroger. En quoi ce projet de loi répond-il à cette urgence sanitaire ? Nous sommes nombreux à penser que la vaccination est essentielle pour nous permettre de sortir de l'épidémie et des nombreuses vagues que nous avons subies. Mais est-ce que c'est un instrument d'urgence sanitaire ? Ma réponse est plutôt non, mais peut-être pourrez-vous la démentir. Deuxièmement, si on rentre dans les détails, le Conseil scientifique vous a alerté dès le mois de décembre sur les risques qu'il a qualifiés de désorganisation sociétale. Cette désorganisation, nous en voyons maintenant les effets. Nous les voyons à l'école, nous les voyons à l'hôpital, nous les voyons dans le système de santé avec les queues pour faire les tests qui sont souvent exigés pour les élèves eux-mêmes, avec un allongement de la durée d'attente pour en avoir les résultats, avec une saturation des plateformes de l'assurance maladie pour dire aux cas contacts ce qu'ils doivent faire, avec des craintes sur la disponibilité des services hospitaliers mis à l'épreuve par l'afflux des malades, mais aussi du fait que beaucoup de médecins, il semble qu'il y ait un consensus entre eux sur le sujet, disent qu'il y a jusqu'à 20% des lits hospitaliers qui sont actuellement fermés, faute de personnel. S'agissant enfin de l'économie, le développement du télétravail a aussi ses limites. Et donc, au fond, je voudrais que vous nous disiez où on en est pour l'école, un protocole la veille pour le lendemain, amendé au bout d'une semaine la veille pour le lendemain, une lenteur dans la diffusion des capteurs de CO2. Est-ce que pour ce qui concerne l'hôpital, puisque je parlais à l'instant de l'école, on a déjà prévu la mobilisation d'effectifs de secours, d'une réserve sanitaire? Comment va-t-on s'organiser pour faire face à un afflux de malades qui, pour l'instant, n'est pas au niveau des principaux pics que nous avons connus, mais s'en rapproche? Et donc, on a beau dire, je crois en effet que les informations que vous nous avez transmises sont corroborées par la majorité des médecins scientifiques épidémiologistes. Mais on a beau dire que le variant Omicron est moins grave, comme il y a plus de personnes
qui en sont affectés, avec une moindre proportion de cas graves, on atteint quand même des chiffres en valeur absolue qui sont très élevés. Donc voilà l'ensemble des questions que je voulais vous poser. Au fond, ce qui est en cause, c'est l'ensemble de la politique sanitaire face à l'épidémie. Ce n'est pas simplement la transformation d'un pass sanitaire en pass vaccinal, dont nous aurons bien sûr l'occasion amplement de débattre ensemble cette semaine. Merci, monsieur le rapporteur. Madame de Seyne, pour la commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Mon intervention sera dans la suite logique de l'intervention de notre rapporteur Philippe Bas. Au préalable, je voudrais rappeler que la commission des affaires sociales a toujours pris ses responsabilités et qu'elle a toujours estimé, lorsque les circonstances l'exigeaient, que nous devions faire front commun aux côtés des scientifiques et des médecins. Et si le pass vaccinal est jugé efficace pour réduire l'épidémie et ses conséquences, nous le soutiendrons. Cependant, cette stratégie ne peut réussir que si la campagne vaccinale atteint réellement toute la population cible. Donc ma première question est simple. Comment résorber les inégalités territoriales et sociales qui sont encore visibles dans la vaccination des Français? Comment atteindre les non-vaccinés qui doutent, qui sont en marge des systèmes de soins? Je pense en particulier aux plus précaires, aux bénéficiaires des Restos du Cœur et autres soupes populaires, mais aussi aux associations caritatives pour qui le pass sanitaire actuellement ne s'applique pas. Où est le fameux aller vert tant promu? Et quelle est votre action spécifique à destination des Outre-mer où le faible taux de vaccination est mis en avant pour justifier le retour à l'état d'urgence? Autre question, le port du masque en extérieur a été suspendu dans le courant de l'année 2021 au motif d'une faible efficacité scientifiquement constatée. Quelles données scientifiques justifient aujourd'hui le retour du port du masque en extérieur? Dans le cas de la dérogation à la vaccination vaccinale après une contamination, quelle durée et quel niveau de protection les autorités sanitaires reconnaissent-elles? Concernant les immunodéprimés, quelquefois et souvent malheureusement, la seule possibilité relève du traitement et non de la vaccination. Où en est la recherche et est-ce que de nouveaux traitements pourraient être autorisés en accès précoce? Et puis je voudrais venir sur l'article 1er bis A qui crée un régime de sanctions administratives applicables aux employeurs qui ne prendraient pas les mesures de prévention nécessaires pour limiter l'exposition au Covid. Je suis assez réservée sur des nouvelles sanctions pour les entreprises, estimant qu'elles ont été très actives et qu'elles ont mis en œuvre les mesures sanitaires qui s'imposaient, en particulier le télétravail. Donc ma question, comment pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer précisément sur quels critères se baserait l'inspection du travail pour prononcer les sanctions prévues et comment seraient appréciées dans ce cadre les recommandations du gouvernement sur le télétravail, qui reste une recommandation au milieu d'un certain nombre d'autres, comme la mise à disposition d'équipements de protection pour les salariés. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. On va laisser la parole à Monsieur le ministre en informant tout le monde qu'il y a déjà 11 collègues inscrits pour des questions et que nous alternerons un membre de la commission des lois, un membre de l'affaires sociales, bien évidemment, et on fera par 4, et on essaiera de se tenir dans le temps. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vais répondre rapidement, comme ça donnera du temps aux questions. Madame la présidente de Roche, vous m'avez posé la question, en fait, quelle est notre stratégie en matière de tests aujourd'hui, etc. Je vais être très clair. On a un double objectif, ne pas paralyser le pays et ne pas laisser flamber l'épidémie. Et on a un impératif, nous répondons à la demande en tests des Français. Si nous n'étions pas en mesure de répondre à la demande des tests des Français, on nous le reprocherait, c'était le cas il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, on nous disait, vous ne testez pas assez par rapport à ce qu'il faudrait. Aujourd'hui, commence à monter la petite musique de vous testez trop. Ce n'est pas parce qu'on trouve beaucoup qu'on teste trop. C'est parce qu'on trouve beaucoup qu'on teste beaucoup. C'est parce qu'on trouve beaucoup qu'on teste beaucoup. Donc nous avons une politique de test qui s'est voulue la plus ambitieuse possible
et qui permettent aux Français d'avoir les résultats de leurs tests dans le délai le plus bref possible, gratuitement, sauf situation particulière, la personne non vaccinée qui n'est pas cas contact et qui n'a pas d'ordonnance médicale, c'est à la marge. Et nous avons voulu une politique de test qui se déploie partout. Et merci aux pharmaciens, merci aux infirmiers, merci évidemment à toutes celles et ceux, aux médecins qui réalisent des tests. Nous allons amplifier notre capacité de réponse à la demande des Français en prenant plusieurs dispositions complémentaires. L'une de ces dispositions, ce sera permettre aux pharmaciens qui, d'ores et déjà, vous savez, ont parfois une tente devant la pharmacie où on peut se faire tester, ils n'ont le droit qu'à une seule tente. Nous considérons que si les pharmaciens souhaitent pouvoir employer, par exemple, des infirmiers ou d'autres collègues, soignants ou non soignants, habilités à tester, ils ont la vocation, s'ils le souhaitent, à ne pas avoir une seule tente, mais plusieurs, voire pourquoi pas développer de véritables barnums de dépistage. Certains nous le demandent, nous allons l'autoriser. De la même manière, j'ai signé un arrêté qui permet aux étudiants en biologie de 3e et 4e année de tête de réaliser, de participer également à la campagne de dépistage pour pouvoir faciliter la tâche de ceux qui sont mobilisés depuis très longtemps et d'augmenter le nombre de bras disponibles. De la même manière, nous travaillons tous azimuts pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de pharmacies sur le territoire qui puissent évidemment tester en test antigénique, mais aussi pouvoir distribuer des boîtes d'autotest. Je le dis parce que dans les difficultés remontées par un certain nombre de nos concitoyens depuis quelques jours. Et notamment, je pense à des parents d'élèves qui devaient faire tester leurs enfants ou avoir des autotests et qui disaient que c'est compliqué parfois de trouver des autotests. De fait, nous avons un retour qui montre qu'environ 2/3 des pharmacies mettent à disposition des autotests. Ce qui veut dire qu'il y a un tiers qui ne le fait pas encore. Donc nous travaillons avec les pharmaciens pour faire en sorte que ce soit la totalité des pharmacies qui demain puissent distribuer des autotests. Sinon, vous tombez sur une pharmacie qui n'en distribue pas, il y a toutes les chances pour que la pharmacie qui soit à côté, elle, en distribue. Il y avait vendredi, de mémoire, 6 millions d'autotests encore en stock dans les officines, contre 3 millions une semaine avant, c'est-à-dire que nous avons plutôt doublé le nombre d'autotests disponibles dans les officines. Elles en ont commandé 11 millions pour ce début de semaine, qui fait qu'on est capable de répondre à la demande. Donc on continue à chaque fois de renforcer nos capacités de dépistage. Maintenant, je vous le dis, et on peut se le dire, vu le nombre de contaminations quotidiennes qu'on enregistre, le nombre de cas contacts hors normes qu'on enregistre, il n'est pas étonnant qu'on soit à un nombre de tests réalisés extrêmement important. Mais si nous devions suivre le scénario à l'anglaise ou à l'africaine du Sud, et que nous devions commencer à enregistrer une diminution, nous verrons, encore une fois, je suis très prudent, des contaminations, alors la pression petit à petit diminuera et nous redescendrons à des niveaux de dépistage tels que ceux que nous avons connus, c'est-à-dire 6 millions, où ça ne posait pas de difficulté, il n'y avait pas de file d'attente. Donc je le redis vraiment, notre stratégie, de ne pas laisser filer le virus, de ne pas paralyser le pays et répondre à la demande. Monsieur le rapporteur Philippe Bas, le pass vaccinal, vous dites, est-ce que ça s'intègre dans l'urgence sanitaire? On pourrait discuter de savoir s'il faut attendre la loi pour mettre parfois en place des outils qui peuvent nécessiter une mise en place urgente. C'est le choix que nous avons fait. Et de ne pas passer par des arrêtés 31-31-2 du Code de la santé publique, mais de systématiquement en référer devant le Parlement, à l'exception notable des pouvoirs que vous nous avez conférés à notre demande dans la période dite de risque sanitaire pour pouvoir à tout moment prendre des dispositions sans en référer au Parlement. Je pense à la limitation des grands rassemblements, par exemple, ou au télétravail désormais obligatoire 3 ou 4 jours par semaine. Pour le reste, nous avons décidé de nous en référer au Parlement, ce qui, effectivement, prend un petit peu plus de temps. Mais néanmoins, et je l'ai dit en préambule, monsieur le rapporteur, avant même que le pass vaccinal soit adopté, les effets sont déjà visibles. Puisque la simple évocation du pass vaccinal a fait bondir le nombre de primo-vaccinations dans notre pays, 230 000. Pour l'essentiel, plus de 200 000, ce sont des adultes. Je le précise, parce qu'on me dit parfois c'est les enfants. Non, pour plus de 200 000, ce sont des adultes. Et ça va continuer cette semaine et ça va continuer la semaine prochaine. Or, nous parlons quoi, de 4,5 millions de Français à peu près qui n'ont pas été vaccinés, adultes, et qui sont vaccinables. Si nous en faisons 200 ou 300 000 par semaine, ça va vite. Et on arrive vite à une couverture vaccinale plus importante. De la même manière, monsieur le rapporteur, il a suffi que le président de la République, au mois de juillet, évoque le pass sanitaire pour que le soir même, souvenez-vous, nous enregistrions des bons de demande de rendez-vous en vue d'avoir une primo-vaccination. Et le pass sanitaire a, de ce point de vue-là, permis d'enregistrer 12,7 primo-vaccinations de plus, ce qui nous a mis quand même dans une situation beaucoup moins inconfortable que, surtout face à des vagues aussi importantes que celle-ci. Donc le pass vaccinal n'est ni l'alpha ni l'oméga, vous avez raison, c'est une mesure supplémentaire qui vient s'ajouter et qui sera à notre disposition si jamais il devait y avoir de nouveaux variants émergents nécessitant de garantir un niveau de protection optimal. Et vous le savez, je le redis, ça va de soi, c'est une évidence, mais parfois les évidences doivent être rappelées. Tous ces outils de pass sanitaire, de pass vaccinal, le jour où on n'en a plus besoin,
Le jour où nous ne sommes plus sous la menace permanente d'un nouveau variant, nous nous en passerons avec beaucoup de plaisir et même beaucoup d'allégresse, vous comme moi. Sur les risques de désorganisation, vous savez que je ne vais pas revenir, je conteste formellement le chiffre de 20% de lits fermés à l'hôpital et toutes les études l'ont montré. En revanche, oui, il y a de la tension à l'hôpital, il y a de la fatigue, des heures sup qui n'ont pas été prises, des démissions qui auraient dû être prises l'année dernière mais qui n'ont pas été prises parce que les soignants se sont dit c'est pas le moment de partir, quand ça tape, il faut qu'on reste et on partira plus tard. Vous avez des heures supplémentaires qui ont été accumulées jusqu'à ce que les soignants ne puissent plus les accumuler parce que ça faisait quand même beaucoup trop pour eux. Ils sont extrêmement courageux, d'ailleurs je le dis, parce que on parle peut-être moins de l'attention hospitalière maintenant qu'elle est installée qu'avant qu'elle ne s'installe. Mais elle est vive, 21 000 malades dans les hôpitaux, c'est beaucoup, 3 800 patients dans les réanimations pour du Covid, c'est intense. Le nombre de déprogrammations dans notre pays a des conséquences sur la santé des Français, c'est pourquoi nous poussons vraiment à la vaccination. C'est aussi dans cet objectif de ne pas obérer toutes les chances pour des patients qui ne sont pas là pour le Covid et qui n'ont rien demandé et qui veulent juste être soignés en temps et en heure, de pouvoir être soignés et qu'on ne soit pas obligé de garder des places de réanimation dans l'hypothèse où des patients non vaccinés viendraient atteints par le Covid. Sur le risque de désorganisation, c'est pour ça, encore une fois, nous avons des plans de continuité, ça a été dit. J'ai parlé tout à l'heure sur la question hospitalière de déployer des prises en charge pré-hospitalières ou post-hospitalières, c'est-à-dire à domicile avec de l'oxygène. Nous sommes capables de prendre en charge jusqu'à 15 000 patients avec de l'oxygène à domicile. Nous étions montés à plus de 10 000 patients lors d'une vague précédente, je crois que c'était la deuxième ou la troisième, pardonnez-moi. Et donc nous étions bien en dessous là, donc on a réactivé ce réseau-là pour pouvoir libérer des lits hospitaliers, c'est fondamental. Sur la question des écoles, je ne parlerai pas au nom du ministre en charge de l'Éducation nationale, même si nous travaillons évidemment main dans la main et que je le sais très mobilisé. Et je le redis, dans des vagues précédentes, avec ce niveau de circulation du virus, la question de l'ouverture des écoles aurait été posée, monsieur le rapporteur, puisqu'elle a déjà eu l'occasion de se poser. Et le président de la République a souhaité sanctuariser l'école et préserver l'éducation des petits. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'on est en cours de vague, on parle du problème de maintenir les écoles ouvertes. Et à chaque fois qu'une vague est passée, on parle des conséquences sur les enfants des vagues qui se sont passées, des restrictions. Moi, je souhaite qu'on puisse vraiment acter le fait que les écoles ont vocation à rester ouvertes, les classes ont vocation à rester ouvertes, et que seul un dépistage assez intensif nous permet de le faire. Mais ce dépistage, il doit être simplifié autant que nous le pouvons en tirant constat de ce que nous observons. Et encore une fois, variants nouveaux, contagiosité nouvelle, données nouvelles, nous faisons face en anticipant tout ce que nous pouvons, mais aussi en étant capable de vous dire on s'adapte parce que manifestement le dispositif qu'on a mis en place, il doit être amélioré ou renforcé. Pour madame la rapporteure Chantal de Seyne, comment résorber les inégalités sociales et territoriales à la vaccination ? Vous savez que sur tous les territoires, nous, et ce n'est pas nous, le gouvernement, c'est nous, vous, les élus locaux, les associations, les médecins, les pharmaciens, les kinés, les sages-femmes, tout le monde mobilise, les infirmiers évidemment, mobilise les gens qui ne sont pas vaccinés pour leur expliquer. Il y a encore sans doute un certain nombre de Français, à mon avis peu nombreux, qui sont vraiment très très loin de tout, qui sont vraiment des gens qui sont parfois marginalisés ou qui sont très très précarisés, qui sont assignés dans leur propre résidence et qui effectivement nécessitent qu'on aille encore plus les démarcher chez eux. Mais vous avez beaucoup de gens qui sont informés ou désinformés, et parfois un peu plus désinformés qu'informés, ou qui n'ont pas confiance. Certains me disent encore, j'ai discuté avec quelqu'un la semaine dernière qui me disait, moi, si c'était un vaccin en comprimé, je le prendrais. Mais c'est une injection. Et donc j'ai l'impression qu'on m'injecte quelque chose dans mon corps. Mais si c'était un spray nasal ou un comprimé, oui, je le prendrais. Même si c'était de l'ARN messager, oui, c'est pas pareil, ça va pas dans la circulation. Bah si, en fait. Qu'on avale un comprimé ou qu'on les reçoive en spray ou qu'on l'ait en injection, in fine, ça va au même endroit et donc il ne faut pas se poser la question. Donc vous voyez, il y a parfois des réticences face auxquelles on est en but. Et puis il y a, je ne reviens pas là-dessus, sur toutes celles et ceux qui considèrent que nous sommes des menteurs patentés dans une forme de délire collectif à l'échelle planétaire. Et ça, écoutez madame la sénatrice, si vous avez la solution, je suis preneur. En tous les cas, on ne s'arrête pas là. C'est pas la même vague, c'est pas la même contagiosité sur la question des masques en extérieur. Et le HCSP, d'ailleurs, nous avait dit en son temps qu'il considérait que le port du masque dans les milieux extérieurs où le risque était élevé s'avérait encore utile. Or, nous considérons que le risque est élevé partout à l'extérieur, sauf évidemment dans les zones désertiques ou sur les plages, du fait qu'il est très très contagieux et que donc on pense qu'on peut se contaminer plus facilement à l'extérieur. Mais poser la question des traitements, qui est une question fondamentale. Pour vous dire qu'il y a plusieurs médicaments qui ont vu leur autorisation qui a été retirée ou très réduite. C'était le Régénéron et le Lilly, qui ne sont pas des médicaments, hélas, efficaces sur ces nouveaux variants. Ça a changé la donne. Il y a des médicaments qui étaient efficaces sur un variant et pas forcément sur l'autre.
Il y a ce traitement très important. J'avais lu une tribune dans le JDD il y a 10 jours de cela, d'associations de patients qui écrivaient d'ailleurs au président de la République en disant, pour les patients immunodéprimés, aidez-nous à avoir accès à un traitement qui est à même de sauver nos vies. Je leur réponds, et d'ailleurs je leur réponds par écrit, que le traitement dont ils parlent, qui est commercialisé par AstraZeneca, qui s'appelle le traitement Evusheld, qui est précieux pour protéger les populations à risque, la France a été le premier pays européen à proposer ce traitement aux patients concernés. Et le nombre de patients qui sont actuellement en traitement par ce médicament grâce au dispositif d'accès précoce qu'a mis en place le président de la République, nous sommes à plus de 2500 patients traités. Il y en a 1200 qui sont en cours d'inclusion et ça monte très vite. Donc évidemment, j'ai été très sensible à cette tribune parce que je me mets à la place de familles ou de patients souffrant d'immunodépression qui entendent qu'on parle beaucoup de non-vaccinés et de vaccinés, qu'on cite, comme je l'ai fait tout à l'heure en introduction, les gens immunodéprimés qui sont à risque, et ils disent, nous, on n'a pas envie d'être les victimes collatérales de tout ça. Il faut nous aider. Et donc vraiment, je leur dis que l'engagement de la France est total à leur côté. Et pour s'en convaincre, je le redis, la France est à date le seul pays européen toujours à proposer ce traitement prophylactique aux patients. La France ne dispose plus à ce jour d'alternatives curatives efficaces face aux variants Omicron, mais nous attendons 2 déploiements d'ici la fin de ce mois, pour lesquels nous sommes très bien positionnés pour être parmi les premiers, si ce n'est les premiers, à recevoir ces médicaments. C'est le Paxlovid de Pfizer, qui est un traitement par voie orale, et le Sotrobimab, un médicament GSK, qui sera administré à l'hôpital. Il y a d'autres médicaments qui en restent encore à venir, qui sont en cours de développement. Vous m'avez posé une question sur l'inspection du travail. Elisabeth Borne vous répondrait bien mieux que moi, mais je me risque, sous contrôle des juristes qui m'encadrent, à vous dire qu'on ne doit pas avoir une grille d'analyse différente de l'échelle des sanctions. En fait, aujourd'hui, on est dans un régime pénal et on va passer dans un régime administratif pour rendre la mesure plus opérante, mais ça ne change pas l'esprit.